encore. Je pense que ça va venir d'ici un mois ou deux. J'espère en tout cas. Le déclic. Il retrouve élégance et puissance dans le coup de pédale en portant l'estocade à Kim Andersen au mur de Huy et remporte la Flèche wallonne. Depuis 13 mois, il n'avait pas goûté à la saveur de la victoire. Il teste aussi sa condition à Chaumeil sur la chaîne des Monédières en Corrèze. Frédéric Brun et Thierry Claverola notamment l'accompagnent dans l'échappée décisive. Mais il veut gagner seul, sans contredit aucun. C'est pourquoi il déclenche la bagarre et veut se débarrasser de ses rivaux pour remporter ce célèbre bol des Monédières, cher à la famille du grand accordéoniste Jean Sigurel et à Jacques Chirac. Dans le Tour de France, drapé dans l'assurance qui le caractérise, il a accusé sans émoi son échec au Tour de France 1986. Les Pyrénées lui ont été fatales. Cyril Guimard, tous les favoris sont devant, tous ou presque, il manque que Laurent Fignon encore. Oui, Laurent qui a très mal passé le verdict d'Henri de Chétin et qui n'est, je dirais, pas dans un grand jour, et je crois que ça confirme le contre-la-montre. Une forte fièvre le clouait au lit lors de l'étape pyrénéenne. Il lui fallait une revanche. En 1987, dans les Alpes, il prenait la décision qui s'imposait, une bonne et franche attaque, mettant tous les atouts dans son jeu. La motivation, la concentration, l'envie irrésistible de retrouver le chemin de la victoire. Delgado maillot jaune le regarde et n'esquisse pas un geste. Sa victoire à la Plagne, devant l'Espagnol Anselmo Fuerte, traduit sa volonté farouche. On apprécie au travers de ses performances le champion qu'il demeure. Il manie la répartie, se montre curieux de tout, et même des subtilités de la langue française. Ça sera un bon test pour moi pour savoir si j'ai beaucoup perdu en orthographe ou pas, et puis ça m'amuse beaucoup. La course cycliste. L'agglomération languedocienne vivait à l'heure du vélo. Dans les rues en fête, des myriades de serpentins voletaient. Des bradeurs liquidaient dans un brouhaha innommable des stocks de maillots bariolés à l'effigie des idoles du jour. Alors que certains augures se font l'écho de son fléchissement, il apporte un extraordinaire démenti dans Milan-San Remo, en démarrant à 600 mètres du sommet du Poggio. Seul l'espoir italien Mauricio Fondries a pu rester en sa compagnie. Mais à 200 mètres du but, l'adversaire relâche son effort, abandonnant la victoire aux plus expérimentés que personne malgré tout n'attendait au bout de cette ligne droite, tant il est difficile pour un Français de vaincre sur la Riviera. Moins prestigieuse peut-être, mais tout aussi convaincante et éloquente, demeure sa démonstration dans Paris-Vimoutiers, qui confirme, quelque temps plus tard, sa victoire à San Remo. Dans la fameuse côte de Champeau, difficulté majeure de l'épreuve, il a attaqué et il est seul. Il roule sans fléchir, avec l'insolence des jours de liesse, et l'apesanteur renaît en lui. Comme un cadet, il est parti sans peur et de très loin. Bah oui, je suis parti de loin, mais vous savez, quand on est dans un groupe d'échappés comme ça, pas tout le monde ne veut pas rouler, et donc il faut un peu délayer tout ça, et c'est ce que j'ai voulu faire. Moi, je me suis retrouvé tout de suite tout seul, j'ai pas hésité, j'ai continué. Il espère, au début de la saison suivante, un deuxième triomphe à San Remo. Il lâche le Hollandais Maassen dans le Poggio. Savoir-faire, aptitude à bien faire, se fondent ici admirablement. Il perçoit enfin une Italie qui lui fait les yeux doux. Désormais, il inscrit le Giro à son palmarès des grands tours. Mais c'est le maillot jaune qu'il vise une nouvelle fois. Et là, il se heurte à l'Américain Greg LeMond qui le domine contre la montre une première fois. Une machine non réglementaire en est la cause. Les dés quand même sont faussés au départ avec cette histoire de vélo profil. Appelons-la comme on voudra. Écoutez, oui et non, rien ne m'empêchait finalement de l'utiliser. On a autorisé LeMond à le prendre alors qu'effectivement les règlements l'interdisaient. À partir de ce moment-là, rien ne m'empêchait de l'utiliser pendant le tour. Alors on peut se demander pourquoi je ne l'ai pas fait. Tout simplement que lorsque vous êtes
vainqueur potentiel du Tour, vous avez des bonnes chances de le gagner. On ne prend pas de risque sur le matériel dans le Tour de France. On n'essaye pas des choses nouvelles sur le Tour de France. Vous regardez dans l'histoire du Tour de France, les coureurs qui ont gagné plusieurs fois le Tour, que ce soit Merckx, Hinault, Anquetil, que ce soit, enfin je connais un peu moins cette époque, mais que ce soit Indurain, etc. Armstrong, pas une seule fois, ces gens-là ont eu des problèmes mécaniques. Pas une seule fois. On ne prend pas, ni même de crevaison quasiment. On ne prend jamais un risque dans le Tour de France sur le matériel. Et on a décidé de ne pas le faire parce que je n'avais pas essayé, je n'avais pas réglé ce guidon, je ne savais pas ce qu'il pouvait apporter. Donc on ne l'a pas essayé. Alors après, effectivement, quand on voit combien de contre-la-montre j'ai gagné par la suite, dont les Nations, le trophée Baraki, etc., enfin un grand nombre de contre-la-montre, ça m'a apporté beaucoup. Et très certainement que je n'aurais pas perdu ce Tour de France. Mais Jean-Paul avec des si. Fignon et Lemon se révèlent les rois du terrain. Ils vont s'escrimer à se prendre ou se reprendre le maillot, réservant à tous pour le final le plus insoutenable des suspens. À Super-Bagnères, à 1500 mètres de l'arrivée, Laurent Fignon prend Lemon en contre et se défait de ses chaînes. Un gain de 12 secondes lui donne le maillot qu'il perd à Orsières-Merlette contre la montre. Rox, Teunisse et Hollandais jouent les troubles faits dans les Alpes et à l'Alpe d'Huez en particulier. Le long match opposant Lemon et Fignon s'annonce plus serré que prévu. Une guerre d'usure s'est instaurée. Fignon et Delgado sont partis derrière Teunisse. Lemon, cette fois, n'a pu suivre et cède du terrain. Quant à Fignon, il opère un grand rétablissement, convaincu qu'il ne peut plus attendre sans compromettre ses ambitions. Fignon, derrière Delgado, récupère le précieux emblème avec 26 secondes sur l'Américain. La marge de protection est cependant trop faible pour le garantir contre une performance éventuelle de Lemon. Le temps presse. Il convient de desserrer l'étreinte à tout prix. Il sort du peloton dans la longue côte de Saint-Nizier-du-Moucherotte qui ouvre sur le plateau du Vercors. Lemon est contraint de demeurer en compagnie de Delgado et de Teunisse. En clair, Fignon s'impose une course contre la montre avant l'heure. À l'arrivée, le maillot jaune victorieux possède un capital de 50 secondes sur l'Américain. Le lendemain, l'étape emprunte les cols de la Chartreuse. Ce sera un profil qui n'apportera aucun changement dans les positions du classement général. Greg Lemon l'emporte au sprint sur Fignon à Aix-les-Bains. Mais la suite sera terrible pour le maillot jaune qui vient de ressentir une vive douleur à l'entrejambe. Un Tour de France aussi impitoyable que captivant. Et si Lemon, imperturbable avec son guidon de triathlète, en termine, Fignon souffre d'une inflammation de l'urètre qui perturbe lourdement son assise sur la selle. Il sombre peu à peu. 3, 2, 1, top! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg Lemon l'emporte. Une terrible désillusion. Personne n'ose troubler son désespoir et les grandes douleurs sont muettes. Voilà qui contraste avec le bonheur rayonnant d'un Lemon. Image pathétique d'une interminable et cruelle tragédie. Et ce contre-la-montre qui a provoqué son malheur lui redonne des couleurs en fin de saison à Cannes, où il réalise l'un de ses plus beaux exploits, abaissant le record de Charlie Mottet établi la saison précédente. Il est sacré numéro 1 mondial. Les 8 secondes perdues du Tour de France appartiennent à une incroyable dramaturgie qui le poursuivra désormais de manière permanente. Il haïra cette compassion qu'on se plaira à entretenir. Il abandonne au Tour de France, souffrant de blessures contractées au Tour d'Italie. Mais il redresse fièrement la tête et dans les replis des Vosges, au pied du Grand Ballon, c'est un Fignon retrouvé qui s'en va gagner l'étape du Tour à Mulhouse. Un beau point final. Il ne s'éloignera jamais du cyclisme, devient le patron de Paris-Nice, premier rendez-vous de prestige de la saison. Venir tout le monde. Les voitures sortent derrière et repartent par la route. Voilà. Ok, merci. Il y a de la rigueur chez l'homme et le champion.
En qualité d'organisateur, il peut aussi apporter un éclairage nouveau. Hélas, il est seul. L'opération tournera court. Une fois que c'est parti, tout va bien. Donc, il y a peut-être des petites choses encore à régler sur la ligne d'arrivée, des petits trucs comme ça. Mais apparemment, tout va bien. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces mecs-là? Qu'est-ce que c'est que ces mecs-là? À Bagnères de Bigorre, au pied du Tourmalet, il se découvre de nouvelles ambitions. Ce que j'aime bien, moi, dans la vie, c'est finalement partir sur des orientations que je ne connais pas. Là, je suis sur un hôtel-restaurant, un centre de vélo que je suis en train de monter, des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Là, j'ai pas peur de m'y lancer, j'y vais, je fonce, j'apprends, je prends des gens autour de moi qui me conseillent, qui m'aident, mais j'aime ça, monter des entreprises comme ça, monter de nouvelles affaires, partir vers de nouvelles aventures finalement. C'est un peu ce qu'on fait dans le vélo. Alors, ça a un petit peu compensé effectivement ce manque d'adrénaline qu'on n'a plus lorsqu'on arrête de faire du vélo. Et soudain, des douleurs persistantes instillent un terrible doute dans cette armature solide. Il s'impose des devoirs et révèle sa maladie. Donc j'ai décidé de le dire. Pourquoi pas aider des gens? Ça peut aider les gens. C'est compliqué cette maladie. Parfois on la rejette, on n'arrive pas à l'accepter. Je me bats contre cette maladie parce qu'il y a des jours difficiles, croyez-moi. C'est cyclique, hein, il y a des jours bons, des jours mauvais. Donc je me bats contre ça. Quand j'ai mal, je me dis non, t'as pas mal. Miraculeusement, de temps en temps, ça s'arrête. En ce qui concerne le reste, effectivement, j'ai découvert que j'avais pas peur de mourir. Écoutez, c'était une grande surprise pour moi. Quand on y est confronté, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Je suis pas plus courageux ou plus peureux qu'un autre, mais voilà, ça me fait pas peur. On a remis le prix spécial de la combativité à Laurent Fignon. C'est en effet dans les Pyrénées que Laurent Fignon a pris le maillot jaune tout près de Bagnères de Luchon en 1989. Lui qui se bat actuellement contre un cancer du poumon. Voilà, l'ami Laurent. Nous ne sommes pas des gens anormaux, nous sommes des gens malades. Mais merci à vous de nous permettre justement d'exercer notre passion, notre métier. Merci. On lui trouvait le mutisme glacé d'un Anquetil, l'irréalité poétique d'un Coppi, la fierté pathologique d'un Bobet ou encore la supériorité tyrannique d'un Merckx. On vantait sa gentillesse, oubliant qu'il pouvait tout aussi bien apposer ses redoutables griffes. Mais on lui pardonnait tout, redoublant même à son égard d'une tendresse qu'il exigeait sans jamais la demander. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Laurent Fignon, donc disparu à 50 ans l'année dernière au mois d'août.